Caroline, vous êtes un ami proche, vous avez toujours été un ami proche de Bernard Stiegler, le grand philosophe décédé récemment. En quelle année et dans quelles circonstances vous l'avez connu? Alors, je n'ai pas toujours été, mais c'est vrai que ça représente un certain temps, puisque je l'ai connu, en fait, au moment où il a lancé son appel pour créer Ars Industrialis, c'était en 2005. Il y avait eu dans Libération tout un laïus de présentation des intentions de ce groupe de philosophes que Bernard Stiegler avait mobilisé pour une réunion qui s'était faite au Théâtre de la Colline, où il y avait 400 ou 500 personnes, qui était un samedi de début juillet, qui s'étaient retrouvés là pour cette présentation. En fait, j'avais lu ces bouquins, La technique et le temps. Je me posais pas mal, n'étant pas du tout philosophe, mais étant un financier, il avait parlé de l'aspect des problèmes de finance. Nous étions en 2005, bien avant la crise 2007-2008, mais que certains sentaient venir, pas forcément tous les économistes. Et moi, j'avais commencé à faire des conférences dans certaines universités qui n'étaient pas tout à fait en accointance avec ce que racontaient les économistes classiques. Et donc, je lui avais dit, si vous faites un groupe de travail sur la finance, moi, je suis prêt à voir ce que je peux vous apporter. Et puis, alors je me rappellerai toujours des circonstances. Il y avait les débuts au collège de philosophie de séminaires que faisait ce groupe de philosophes. Et il était 3 heures d'après-midi, à 6 heures, il y avait la séance dans la salle Sturze, je me rappelle. Et je mets un mail à 3 heures de l'après-midi à Caroline Stiegler, en lui disant voilà, enfin, je ne me rappelle plus exactement ce que je lui ai mis, mais je lui mets un petit mail en disant je suis prêt, on peut peut-être en discuter après la séance. Et donc j'arrive, la séance se passe, à la sortie de la séance, je m'approche de Caroline et Bernard, et Caroline me dit « C'est vous Arnaud de Lépine ?» Je dis oui, et c'est comme ça que, bon, on a pris contact et que je suis rentré, j'allais dire, dans les débuts de premiers ateliers qui se faisaient, de séances qui étaient à 2 ou 3 ou 4, sur des sujets que Bernard voulait, donc en particulier la finance. Alors à ce moment-là, donc il y avait ce groupe de philosophes qui était donc Marc Répon, qui est aujourd'hui le directeur de la philosophie à l'ENS. Il y avait Georges Collins, qui était un franco-américain qui, depuis 15 ans, vivait en France. Il était venu en France pour passer 6 mois pour étudier ce qu'on disait sur Jung. Et puis il était resté en France, qui était un très proche de Bernard. Et il y avait Catherine Perret. Catherine Perret, qui est la spécialiste de Benjamin, critique d'art. Donc ça faisait un groupe, j'allais dire, assez phosphorescent. Et donc on a commencé à travailler. Et puis au bout d'1 an, tout d'un coup, ils me disent « Arnaud, est-ce que tu veux faire partie du conseil d'administration ?» Alors, je leur dis « Écoutez, enfin, parce que vous avez d'autres gens que moi. Mais de toute façon, je laisserai ma place dès que vous aurez quelqu'un d'autre à mettre, parce qu'on ne peut pas être 10-15 dans le conseil d'administration. » Et en fait, ça a démarré de cette façon, au moment dont... C'était l'année de la fondation, de la création de Ars Industrialis. Voilà, oui. Donc 2005, et puis 2006, les premières séances au Théâtre de la Colline. Et puis le fait que nous étions voisins par rapport au centre de la France, Bernard et Caroline étaient à Épinal, nous n'étions pas très loin, a fait qu'on pouvait se retrouver et discuter de... Alors ce qui s'est passé, c'est qu'en fait ce groupe de philosophes n'a pas tenu très longtemps parce qu'ils avaient chacun des personnalités fortes. Donc il y a eu pendant 2 ans, c'était pas simplement Bernard, mais c'était Catherine Perret, c'était Georges Collins, c'était... Et puis sont arrivés aussi
des gens qui aujourd'hui sont très connus, tels que Pierre-Damien Huyghe, qui est venu, l'un des grands spécialistes du design, et qui est, il est connu dans toutes les écoles de design. Il a fait des bouquins sur industrialisation et machinisme, je ne sais plus le titre exact, mais enfin, bon, des bouquins qui sont connus, dont certains même que j'aimerais bien retrouver, qui sont complètement introuvables aujourd'hui. Et puis ensuite sont venus, au fur et à mesure de désengagement, je dirais, de certains, sont venus des gens comme Christian Fauré, comme Franck Cormeret, pour citer quelques-uns. Voilà un peu ce qu'a été les débuts. Et puis donc, ces débats qui mobilisaient beaucoup de monde, je me rappelle qu'il y a même eu une séance où on a refusé du monde dans la grande salle. Quel était le titre de ces débats? Est-ce qu'il y avait des titres? Oui, j'essaie d'opérer. Si, voilà, 2006, non, c'était l'investissement durable, télévision et politique. 2007, l'avenir de nos établissements d'enseignement. Ça, c'était avec Denis Campouchner, qui est quelqu'un de connu aussi, ouais. Catherine Perret, oui. Et puis il y a eu une séance aussi assez intéressante en 2007 avec Denis Guénoun. Denis Guénoun fait que Bernard Stiegler s'intéressait beaucoup au théâtre aussi. C'est ça. Au théâtre, je dirais, il y a deux choses dont il ne parle pas beaucoup, pas suffisamment. C'est le théâtre, il a fait quand même des petits bouquins sur le théâtre. Il a même fait donner des cours plus tard à l'école de théâtre, je crois, il y a 3 ans. Oui, oui. Et puis la musique qui a beaucoup compté pour lui, le jazz. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a Bobby Few qui est qui est mort il y a quelques jours. Je l'avais rencontré, je fais une incidence, je ne sais pas vous, en fait. Je l'avais rencontré donnant un concert dans le sud de la France il y a quelques années. Je revois Bernard qui me dit, mais Bobby Few, mais quand j'étais mon appartement rue Mouffetard, il parle rarement de cet appartement rue Mouffetard, on se mettait sur le balcon et on jouait. On a meuté tout le quartier et j'ai connu tous les artistes américains qui venaient débarquer en France. J'étais passionné par le jazz, bon, on connaît la suite à Toulouse. Ouais. Voilà. 2008, qu'est-ce qu'il y avait eu? La question du surmoi et de l'inconscient, avec Elisabeth Roudinesco, Dany Robert Dufour et Ben Sabat. Ça avait été une belle séance. Est arrivé, alors c'est à ce moment-là où il a commencé à parler de l'économie de la contribution avec donc Franck Cormeret et Alain Giffard. Oui, Alain Giffard est quelqu'un dont je ne vous ai pas parlé encore, mais qui était quelqu'un d'important que vous avez dû connaître. Ouais. Et puis la destruction et formation de l'attention avec Barthélemy, Julien Gauthier et puis Guillaume Verne qui était le partenaire de Gauthier dans son école scolaire. Voilà, enfin on pourrait... D'accord. Oui, il y a des noms intéressants, effectivement. Est-ce que tous ceux-là que vous avez oui, ça, je pourrais vous les communiquer. Est-ce qu'ils sont restés dans son entourage Non, alors c'était... Bon, la caractéristique de Bernard, c'était... j'allais dire, il avait un réseau, effectivement, lui permettant de contacter qui il voulait. Moi, je sais que, par exemple, sur le plan de l'économie, j'ai pu presque avoir une intimité avec Aglietta, mais c'est l'Aglietta, avec André Orléans, avec Frédéric Lordon. Mais j'aurais eu beaucoup plus de mal si je ne l'avais pas fait dans un premier temps avec Bernard. Mais le problème, c'était tant Bernard que chacun d'entre eux, chacun son ego, chacun mène ses travaux de son côté. On avait du mal, si vous voulez, à ce que ce ne soit pas simplement des occasions ponctuelles. Car effectivement, quand plus tard, j'ai fait un atelier à partir de 2011, un atelier qu'on a appelé l'économie de la contribution, je pouvais faire venir à peu près qui on voulait, mais quand, au bout de 3 heures de travail, qui était formidable, ça me permettait de... On pourrait peut-être poursuivre sur tel thème et approfondir, les gens s'effaçaient. Et d'autres
d'autres que je n'ai pas pu faire venir. Je pense à Gaël Giraud, spécialiste de l'écologie et surtout un grand spécialiste et critique de la finance, parce que comme Paul Jorion, il a travaillé sur... Enfin, il est mathématicien à la base, il a travaillé dans les banques, et il sait très bien de quoi il parle. Et lui, bon, pour des questions de... j'arrivais à un truc, mais je n'ai jamais réussi. Enfin, si Bernard l'a fait venir, mais par vidéo, lors d'un entretien, je crois, du monde industriel. Et ça faisait partie des problèmes qu'on avait. D'autres aussi. Quand je suis arrivé, j'ai dit à Bernard, je vais pouvoir... j'ai connu quand même quelques chefs d'entreprise et autres. C'est important qu'on puisse mobiliser des chefs d'entreprise. Et je me rappellerai en particulier un souvenir très aigu. J'avais été, quand j'étais dans le groupe Suez, on avait comme président Père Lavade, à la suite des nationalisations, qui était quelqu'un qui, quand on a été le voir, venait de publier son bouquin « Le capitalisme total ». Et à la fin, il disait, il faudrait quand même qu'on réfléchisse pour... Et donc, on va le voir avec Bernard. Et il n'était plus président de Suez, il était hébergé dans le truc, enfin, il était en semi-retraite, si je puis dire. Et on discute pendant 2 heures, et on lui dit, on aimerait bien pouvoir bénéficier de votre expérience, quelqu'un de très intelligent, très cultivé, ce qui n'est pas toujours le cas de type de... Et bénéficier de votre expérience et prolonger cette discussion. On l'a vu prendre son carnet, il ouvre son carnet, puis finalement il le repose, et il dit non. Et je ne donne pas sa conclusion, parce que c'est trop dur pour lui, mais j'ai été sidéré, si vous voulez, de voir la plupart de ces chefs d'entreprise qu'on a vus. En fait, qu'est-ce qui se passait? Ils étaient habitués à dominer, à avoir une certaine, même dominer intellectuellement par rapport, et là, il y avait un ego qui faisait, comme ils n'avaient pas la culture philosophique de Bernard, ils n'avaient pas envie de se retrouver, si je puis dire, en porte-à-faux. En porte-à-faux, et en même temps, on les mange, et il ne serait pas capable de répondre. Et ça a été quelque chose qui a été très dur, et qui a manqué finalement. Alors Bernard a su, néanmoins, cultiver des relations... on parlait de Danone tout à l'heure, avant l'interview, etc., mais avec certains autres, mais ça a toujours été difficile, sauf avoir un entretien ponctuel, parce que les gens étaient très curieux de savoir ce que pensait Bernard, mais de là à vouloir travailler avec lui pour évoluer dans ses comportements, dans leur comportement, c'était une autre affaire. À l'époque, je n'étais pas philosophe, mais enfin, j'étais un peu, je lisais les Deleuze, j'avais lu... moi, j'avais été très marqué par la pensée de Bourdieu. Parce que j'avais eu accès à ses archives quand il était en Algérie, etc. On m'avait dit c'est le grand sociologue de demain, etc. Donc, ça m'avait fait faire un petit cheminement qui fait que petit à petit j'étais arrivé à Bernard Stiegler par ses bouquins. Mais j'en étais resté là. S'il n'y avait pas eu cette convocation, si je puis dire, je pense qu'on ne serait jamais rencontrés. Et donc, cette association Ars Industrialis, quel était le but? Est-ce que c'était juste une réunion d'intellectuels avec des rencontres intellectuelles, ou est-ce qu'il y avait quelque chose de plus spécifique Ah oui, c'était... En fait, ceux qui ils l'ont expliqué, je pense qu'on doit les retrouver dans certaines interviews, ils avaient eu un débat sur le référendum sur l'Europe. Certains d'entre eux disaient oui, d'autres non. Et ils s'étaient rendus compte qu'ils avaient besoin de dialoguer entre eux, sachant que le monde était en train de partir à la dérive, et qu'ils pouvaient... Donc ils avaient tous l'ambition de vouloir essayer de jouer un rôle dans une réflexion sur... et puis Bernard, c'était par rapport à la technique, Catherine Perret, c'était par rapport à l'art, Marc Crépon, c'était par rapport à la violence, c'était un spécialiste de la violence, il a beaucoup travaillé sur les pays de l'Est. Donc il y avait une espèce de complémentarité entre eux qui faisait que... Et d'ailleurs les titres, c'était
pour une nouvelle politique de l'esprit et une nouvelle puissance publique. Donc dire qu'il fallait que... Donc il y avait... Et puis petit à petit sont venus, en 2010, l'économie de la contribution, puis ensuite... enfin, il y a eu toute une... mais au départ, c'était, je dirais, un peu ouvert tout horizon. Et c'était ce séminaire du collège de philosophie, là où qui a été vraiment aparté un peu dans toutes les directions, si vous voulez, mais c'était une pépinière formidable pour les jeunes qui ont eu la chance jeunes et moins jeunes, qui ont eu la chance de pouvoir les suivre. Donc il y avait un séminaire au Collège international de philosophie de Bernard, combien de temps et de quelle année, ça a été 2006, pendant 3 ans. Ah, pendant 3 ans. Mais là, c'était collégial, c'était tous les 4. Donc chacun faisait une séance. Et puis ensuite, c'est Bernard qui a fait ses propres séminaires. Est-ce que vous avez senti dès le début chez lui un certain charisme avec lequel il a attiré des personnes? C'est indubitable. C'est indubitable que les gens qui rencontraient Bernard... Mais c'était un charisme, oui, qui ne se transformait pas forcément en volonté de travailler ensemble. C'était le problème de... moi, je vous ai parlé d'économistes. On n'arrivait pas à les faire travailler ensemble, parce que chacun jouait dans son... Et ça a été le problème dans tous les domaines. Et c'était le problème... Mais c'était le fait que Bernard avait une rigueur et fonctionnait très vite. C'est-à-dire qu'il avait une rapidité, il était quand même un visionnaire, alors que chacun était un peu dans sa spécialité, cherchait à creuser, avait moins d'ambition, peut-être moins d'ambition. Et donc, voilà ce qu'on peut dire sur les débuts d'Ars Industrialis. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que aussi Bernard invité et était acteur tout en étant médiateur. Et ça posait un petit problème. On n'a jamais réussi à le convaincre de dire qu'il faudrait qu'il y ait un médiateur permettant d'équilibrer les débats. Donc ça a donné des débats très denses, mais qui fait que quand ces débats se sont arrêtés en 2014-2015, je pense que beaucoup le regrettaient, parce qu'effectivement il y avait quand même il y avait beaucoup de gens qui s'y intéressaient et qui venaient, c'était un public nombreux. Et surtout, il y avait une pluridisciplinarité parmi les invités. Ah oui, qui s'est complétée. Comment se sont passées les relations entre ces jeunes, plus jeunes que lui, et en même temps peut-être Barthélemy était un petit peu concurrent sur le terrain de Simondon, non? C'est pas un concurrent. Jean Barthélemy c'est le grand spécialiste de Simondon avec Vincent Bontemps. Donc il a tenu un séminaire, d'ailleurs pendant très longtemps. Il est aujourd'hui à la MSH, je sais pas quoi, le truc enfin sur les cahiers Simondon, enfin bon. Donc, et en même temps, il a connu la pensée de Bernard. Il était certainement celui qui, jusqu'au livre de 2012 à peu près, c'était celui qui était capable, j'allais dire, de décortiquer la pensée de Bernard et de mieux en saisir la profondeur, indiscutablement. Le problème, c'est que il y avait une relation un peu conflictuelle, parce que Bernard, enfin conflictuel c'est un grand mot, mais
chacun avait son ego, qui fait que c'est un peu ce qui s'est passé avec d'autres, mais Jean-Hugues est formidable, mais quelqu'un qui est très personnel dans ses... et qui fait que l'entente n'a jamais pu se faire véritablement. Je peux vous donner une petite anecdote d'ailleurs. Je suivais un séminaire sur Guattari au Collège de philosophie avec Manuela Antonielli, qui était une passeuse de pensée. C'est elle qui m'a vraiment fait comprendre toute la pensée de Guattari, directement de Deleuze. Et un beau jour, dans le séminaire, elle dit « Oui, Stigler, il est en train de parler d'organologie, mais alors on n'y comprend plus rien, etc. » Puis j'entends derrière moi quelqu'un qui dit « Mais Manuela, mais non, tu ne peux pas dire ça comme ça. » Et qui se met à parler de Bernard Stiegler. Je me retourne, et puis à la fin de la séance, je vais le voir, je lui dis « Qui êtes-vous » Jean-Luc Barthélemy. « Ah, il me semble avoir entendu parler de vous, etc. » Et je revois Bernard en disant « Tu sais que Jean-Hugues, je crois savoir qu'à un moment donné, pour des raisons qui m'échappent, vous voyez moins intimement que vous voyez à certaines époques, il est un sacré défenseur pour toi. » Et donc Jean-Hugues est revenu, a été même en Italie et ailleurs, fait des missions pour Bernard ne pouvait pas y aller pour parler à sa place, ou en tout cas sur le même sujet. Et Jean-Hugues est quelqu'un qui est aujourd'hui encore capable effectivement de parler très bien de Bernard, même s'il n'a pas suivi jusqu'au bout, si vous voulez, là, à mon avis, sa pensée, parce qu'il est dans son cheminement propre. Et, ouais, c'est ça. Voilà, bon. Parallèlement à Ars Industrialis, il y a eu aussi les académies d'été. Vous avez mentionné Épineuil-le-Fleuriel, où il y avait donc le siège pratiquement du couple Caroline et Bernard. Et à Épineuil-le-Fleuriel, il y avait aussi ce moulin appartenant aux grands-parents, aux parents de Caroline, où avaient lieu ces académies d'été. Vous avez assisté, quelle impression vous en donnez ces académies d'été? Ça a été des moments assez extraordinaires, même pour tous ceux qui ont eu la chance de pouvoir y venir, parce que c'était des moments de travail et d'échanges intenses, avec des gens qui venaient de tels horizons différents. Ça venait de Chine, des États-Unis, d'Angleterre, de l'Europe. Voire qu'il y a même eu une année quelqu'un de l'Iran, enfin par vidéo, qui intervenait, un jeune philosophe formidable. Donc ça a été des moments, effectivement, d'une part, de par ce qui se disait, et en même temps d'échanges, et ça que c'est Bernard et Caroline qui avaient su créer, recevoir pendant 3 jours, voire 4 jours, certaines années. Ça a été jusqu'à une année, je crois, près de 100 personnes. Mais en tout cas, c'était 60-70 chaque année, avec les repas que Caroline, avec quelques personnes qui l'aidaient, préparer. Et ça crée une ambiance absolument... Et ça, c'est... D'ailleurs, il faut savoir que c'est au début de ces académies, le projet avait été qu'elles aient lieu à Noirlac, à l'abbaye de Noirlac. Où là, ça aurait pris une dimension de voir l'abbaye. Et en fait, la région n'a pas compris. N'a pas compris l'intérêt que ça aurait pu avoir. Voilà. Ces séminaires étaient suivis par le réseau qui s'était constitué, de par ses passages à l'étranger, quand il était invité à Berkeley ou ailleurs. Et puis le bouche à oreille qui s'était fait par rapport au sujet qu'il traitait, il avait attiré comme ça beaucoup de jeunes ou moins jeunes qui étaient assez fidèles pour suivre ces séminaires. Il y a eu quand même beaucoup de ces personnes qui venaient à l'Académie d'été qui avaient suivi plusieurs années de suite ces séminaires. Et donc ils se retrouvaient, il y avait chaque année des personnes nouvelles, mais c'était quand même qu'ils se retrouvaient chaque année jusqu'en 2016. Donc diriez-vous qu'il a pu avoir une répercussion internationale? Ah ben oui, parce que je dirais que Bernard avait plus de mal en France
il avait su se constituer, ce qui est assez rare, je pense, pour un intellectuel, le truc, même si, enfin, il aurait dû avoir un poste à Brown. Vous savez qu'en 2017, où ça? À l'université de Bronx, c'était à côté. Enfin, il avait eu un poste, et il n'a pas eu le visa. C'était l'arrivée de Trump, et il n'a pas eu le visa, comme d'autres n'ont pas eu à cette époque-là. Donc il n'a jamais eu de poste, comme certains intellectuels français, Derrida ou autres, l'ont eu, mais il était invité chaque année. Il faisait chaque année, en particulier aux États-Unis, il y avait Berkeley, puis ça suivait, il y avait tout un circuit qui se faisait. Et en même temps, Bernard cherchait à glaner sur les sujets qu'il traitait, il cherchait à glaner, j'allais dire, tous les auteurs. Et alors, comme il s'était constitué un réseau, chacun lui signalait ce qu'il pouvait y avoir d'important, de pensée neuve sur le sujet qui l'intéressait. Et donc, ça lui donnait, avec la puissance de travail phénoménale, ça lui permettait de glaner et puis de rentrer en contact avec ces personnes avec lesquelles il pouvait échanger. Ces séminaires internationaux étaient parallèles à son poste à Compiègne, à l'université technologique de Compiègne? Ah oui, parce que ces cours à Compiègne, c'était fait pour les étudiants de Compiègne, où d'ailleurs il les sous-traitait souvent, enfin, ces dernières années. Parce que là, c'était enfin, c'est fait qu'il suivait son séminaire, c'était pas suivi d'un diplôme, c'était parce qu'il avait la volonté d'apprendre par Bernard, de dialoguer par Bernard, à vivifier les études qu'il faisait. Et ça, c'était les 30 ou 40 jeunes philosophes, étudiants philosophes qui l'ont suivi pendant X années. Est-ce que vous en connaissez qui ont écrit des livres après ou qui sont devenus des personnalités dans leur pays? Pour l'instant, il y a Paolo Vignola et Sarah, la compagne, je ne sais plus, Sarah Ben, bon, enfin bref, qui ont écrit des bouquins sur Deleuze, oui, et puis qui ont créé une revue. Même s'ils ont du mal en Italie, même s'ils ont du mal en Italie à percer, parce que c'est comme ça qu'ils sont partis en Équateur, d'ailleurs. Mais maintenant, ils sont revenus en Italie. Comment ils passent de la technique à l'écologie? Enfin, c'est pas exactement son thème, l'écologie, c'était sur la biosphère par rapport à ce qu'il avait vu de Schrödinger, de Wernicke et autres, de dire on vit dans un monde où le vivant vient de la biosphère et enfin, l'évolution de notre monde risque de s'éteindre. Donc ce n'était pas l'écologie elle-même qui traitait, enfin de façon classique, si je puis dire, c'était l'importance de prendre en compte l'ensemble des systèmes techniques qui ne prennent pas en compte justement tous ces éléments du vivant et en même temps, je pense que le problème qui se posait à lui, c'était de voir la puissance de ces systèmes technologiques, de ceux qui les finançaient et de ceux qui emportaient tout sur et qui nous emportaient tous, d'où ces dernières recommandations disaient que c'était plus simplement le pharmacone en disant prendre soin, c'était prendre la technologie en tant que thérapeutique pour arriver à l'orienter d'une autre façon. D'où sa dernière pensée, que malheureusement il n'a pas pu développer, qui était de dire, avec la numérisation globale, puisque tout passait par le calcul, la numérisation, il faut arriver à repenser une nouvelle informatique théorique, qui était un vaste chantier qui reste à... Et bon, là, j'espère que des jeux de Longo et autres vont pouvoir s'y atteler, parce que c'est un... Oui, effectivement, on a vu ces intellectuels comme Giuseppe Longo, mathématicien, à la tribune de l'ONU, avec lui, autour de Bernard Stiegler,
ainsi que des jeunes de Extinction Rébellion, ainsi que de Fridays for Future, à Genève, cette année 2020. Hein. Oui, c'était en janvier, oui. En janvier 2020, donc à la tribune, et faire cet appel à l'ONU. Qu'en pensez-vous? Ils ont travaillé pendant 2 ans, justement, tout un groupe. Ils avaient mobilisé 40 à 50 personnes. Ça a été un travail collectif, mais je pense que Bernard a été assez déçu par le manque d'écho que cela a eu. Et que c'était le problème auquel il se heurtait à chaque fois. C'était comment arriver à faire bouger, j'allais dire, des gens qui disent « Ah ben oui, c'est très intéressant », mais donc il a fait ce qu'il a pu, mais en même temps, il essayait d'armer tous ces gens avec des concepts permettant justement de les aider à changer leur représentation du monde, leur mode d'action, mais c'était un problème pour lui comme pour beaucoup de ceux qui le préoccupent. Hein. Donc oui. il a fait ce qu'il a pu. Le fait qu'il se soit appuyé sur des jeunes était quelque chose, je pense, très important. Il y avait d'ailleurs Marc Crépon, qui, je ne sais pas si... il y a eu une interview sur France Inter au mois de septembre, où Marc Crépon était interrogé, et il a dit le dernier geste de Bernard a été de s'occuper des jeunes et de se préoccuper de la jeunesse. Je pense qu'effectivement, c'était quelque chose qui se disait peut-être que la réaction des jeunes permettra de réveiller, j'allais dire, les autres générations. C'était un beau geste de sa part. Voilà, on peut rester sur ce beau souhait. Ok, merci beaucoup.